Salut tout le monde, nous revoilà encore une fois à Japan Expo 2022 avec Manga News. Et avec qui est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bruno Pham, des éditions Akata. Akata, parfait. Akata, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'était avant, mais surtout qu'est-ce que c'est maintenant? Ouais, c'est une maison d'édition qui est essentiellement spécialisée dans le manga. Après, on fait aussi des romans sous le label Young Novel. Et voilà, on était une maison d'édition indépendante. Et on s'est rapproché récemment des éditions Le Duc. Oui, c'est tout nouveau ça. C'est tout nouveau. Ça date de fin juin 2022. Ouais. Et voilà, après, on reste une maison un petit peu à part dans le sens où on est dans le Limousin, dans un petit village de 500 habitants, où il n'y a pas la fibre, etc. Donc ça doit complexifier les choses un petit peu. Alors, ça complexifie beaucoup les choses parce que quand on doit envoyer des livres à l'imprimeur et qu'il y a une coupure de courant, voilà, c'est un peu compliqué. Ou parfois, quand on est à Paris pour le travail et qu'on envoie un fichier en utilisant le Wi-Fi de l'hôtel, ça met 5 minutes d'envoyer le livre à l'imprimeur. Chez nous, des fois, ça met 3 heures. Ouais. Donc, on est à la date limite de bouclage. C'est un petit peu un problème. Et puis, quand on est 5 parfois sur la connexion, ça mouline. Et que là, il y a les graphistes qui nous demandent de leur envoyer les fichiers, les Japonais qui nous ont envoyé, donc on doit les télécharger. En même temps, il faut envoyer un livre à l'imprimeur et un autre à la presse. Ça bouchonne. Ouais, c'est vraiment esprit petite entreprise familiale. Ouais, on a été, pendant très longtemps, on a été 3-4 seulement à travailler au sein d'Akata. Après, on a commencé quand même un peu à se développer. Et là, on est 7, je dirais, avec 2 personnes en télétravail. D'accord. Mais du coup, on était pendant des années effectivement une TPE, donc une très petite entreprise, avec tout ce que ça signifie en termes d'organisation, de flux tendus, de manque de moyens aussi, et d'horaires supplémentaires, etc. Et là, avec le Duc, ça va changer d'un coup, drastiquement, ou ça va rester un petit peu sur la même ligne? Ça dépend de quelle au niveau de chose on parle. Au niveau de la taille de la structure, pour l'instant. En termes de taille de structure, on reste une structure juridique à part. Okay. Après, l'objectif, c'est qu'ils nous aident au développement. Donc là, déjà, on lance des embauches au moment où on parle. Oh, d'accord. Il y a déjà une personne qui a été embauchée pour la fabrication. Et puis là, on a lancé d'ailleurs au moment où ça sera diffusé. J'espère qu'on aura réussi à embaucher. Tu peux lancer un appel. Si on n'a pas réussi à embaucher, il y aura les annonces qui seront encore disponibles sur notre site web. Elles le font là. À Japan Expo, il y a des annonces de recrutement sur notre site web. J'espère que ça sera vite fait, parce qu'on a vraiment besoin de force active de travail. Donc j'espère qu'il n'y aura plus besoin d'embaucher au moment où ça sera diffusé. Donc voilà, ça va nous permettre aussi de mieux nous structurer, de souffler, de prendre nos week-ends, de prendre des vacances, et voilà, d'avoir une vie plus équilibrée aussi en fait. Très bien. À Japan Expo, pour cette année 2022, qu'est-ce que Akata propose? hormis le catalogue, est-ce qu'il y a des choses significatives qui sont arrivées pour Japan Expo? Alors, pour Japan Expo, juste avant Japan Expo, on a sorti deux nouveautés qui sont d'abord ce printemps rémanent, donc de Shiki Kawabata, qui est une autrice de shoujo manga qu'on suit depuis le début de sa carrière quasiment, depuis Rouge Eclipse, qui a été son premier titre vraiment à succès au Japon, en 3 tomes, et qui a été d'ailleurs adapté en série télé sur Netflix. Et donc on arrive avec son 3e manga. 3e, 4e, c'est simultané puisqu'elle a fait en parallèle une série pour Shueisha, une série pour Kodansha. La spécificité, c'est que c'est son premier manga pour Kodansha et qui raconte donc l'histoire d'une mangaka qui remonte dans le temps pour effacer ses regrets. Donc c'est un peu un Orange inversé. D'accord, oui. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés de Japan Expo. Et la deuxième grosse nouveauté de Japan Expo, c'est Les Étoiles au bout des doigts. Donc c'est un boys love, en 2 tomes finis. On sort les 2 tomes là pour Japan Expo, en même temps que dans toutes les librairies en France. Ça on y tient. On ne fait pas d'avant-première à Japan Expo, jamais. Parce que les libraires, ils nous défendent toute l'année, c'est trop important. Et il faut les soutenir. Voilà, donc jamais d'avant-première. Par contre, ça sort le même jour. Donc comme ça, ils ont aussi, pour tous les lecteurs aussi qui ne viennent pas à Japan Expo. Et puis après, on a toutes nos offres promo qu'on propose pour le coup vraiment là que sur le salon. Encore une fois, c'est très lié au fait qu'on était une petite entreprise, une micro-entreprise, on n'avait pas des gros budgets. Et c'est pour ça aussi que tous les goodies qu'on fait, ils sont exclusifs au salon, parce qu'en fait, on pouvait pas se permettre, en tout cas, de les faire partout en France, en termes de moyens financiers.
Voilà, et donc parmi les goodies, tous les ans, c'est un rendez-vous annuel pour les fans de shoujo. On fait 3 manies shoujo tous les ans à Japan Expo. D'accord. Parce que, ouais, le shoujo, c'est la vie. Donc il faut défendre les C'est pas le gras, non C'est pas le gras. Le gras. Le gras, c'est la vie? Non, c'est le shoujo. Non, c'est le shoujo. D'accord. Non. Les légumes, c'est mieux. T'as tout à fait raison. Et donc, ouais, non, le shoujo, c'est la vie. Et donc, tous les ans, on fait nos 3 manies shoujo qui sont offerts pour l'achat de 2 shoujo manga, dont un de la série concernée. Cette année, c'est Le Petit Monde de Machida, Ce Printemps Rémanent et Les Étoiles au bout des doigts. On a mis un Boys Love dedans parce que le Boys Love est une émanation du shoujo manga. Et puis on a le fameux aussi, voilà, on a mis un mankini à offrir aussi. Pour le mankini, explique parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas. C'est un sous-vêtement, c'est un moule bit quoi. Voilà. Qui se porte jusqu'aux épaules. D'ailleurs, tu peux nous montrer le tien, s'il te plaît? Non, là. Tu l'as pas mis? Non, parce que j'ai des problèmes de dos en ce moment, c'est pas très bon pour la santé. Mais ouais, on avait ça un peu comme pour rigoler. On s'est dit on va faire un mankini à offrir pour l'achat de Hentai Kamen. Voilà, parce qu'il y a un manga culte des années 90 du Shonen Jump et qui est l'histoire d'un super-héros en slip. Et en déconnant, on se dit voilà, on va faire un mankini. Et puis ça a fait le méga buzz, plus qu'on pouvait s'y attendre, et on était en rupture. Là, ce matin, il n'y a plus de mankini, quoi. Des cosplayers sont venus habillés en... Alors, il y a des gens qui l'ont porté, qui ont mis les photos sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, ouais, c'est marrant parce que c'est souvent des idées très simples qu'on a eues parfois, qu'on fait énormément de buzz. Il y a une année, on vendait les pommes miracles. Oui, je me rappelle. Voilà, l'histoire vraie, une autobiographie en manga du premier agriculteur de pommes bio au Japon, et on avait fait en goodies pour rigoler un peu, voilà, un pomme miracle acheté, une pomme bio offerte. Ça avait cartonné. Et c'est souvent quand on fait des trucs un peu atypiques, ouais, c'est pas volontaire en fait, c'est des idées qui nous viennent comme ça, on dit on n'a qu'à faire ça, c'est simple, c'est marrant, c'est raccord avec le bouquin, et en fait ça buzz bien, et voilà, là ça a énormément pris sur Hentai Kamen. On n'avait aucune idée comment ça allait réagir en fait, parce que c'est une histoire d'un sous-vêtement qui est un moule bit, quoi. Donc on savait pas trop. Et voilà, ça a cartonné. Ouais, c'est très bien. Donc là, tu nous as parlé un petit peu des nouveautés, on va dire juin, juillet, Japan Expo. Pas forcément que Japan Expo. Mais par rapport à toute cette année qui vient de s'écouler, on va dire depuis septembre, la rentrée dernière, quels sont les mangas marquants, vraiment les grosses licences portées par Akata? Commercialement, le gros événement, on va dire, en termes visibilité, ça a été Sasaki Miyano, qui a été énormément porté par son adaptation en série télé. Oui. Donc, qui est présenté au Japon comme un boys life. C'est une étiquette marketing de son éditeur, pour pas dire boys love. Tout ça, c'est des mots, c'est du marketing. Et en fait, c'est une homo-romance entre 2 lycéens, dont un est fan de boys love. Et donc, il y a un garçon qui va commencer à lui tourner autour. Et voilà, donc c'est un boys life, entre guillemets, qui rend hommage au genre et qui a la spécificité d'être construit en format Yonkoma un petit peu. D'accord. Et donc, 4 cases. Voilà, exactement. Et qui a donc une narration très unique, très dans des petites scénettes du quotidien. Et ça a été un gros événement en mars. On a dû réimprimer en 2 jours en fait après la sortie. On était complètement dépassé. J'avais mal anticipé en fait. Après c'est difficile, on ne sait jamais. On peut pas forcément savoir. Et on n'a pas l'habitude chez Akata d'avoir des ouvrages qui ont des adaptations animées. Donc j'avais pourtant fait à notre échelle un beau tirage, quoi. Et ça n'a pas suffi du tout. Donc ça a été un gros événement quand même dans l'année. Après, dans les choses importantes, clairement pour moi, qui me tient à cœur, il y a Saturn Return d'Akane Torikai qu'on a sorti en janvier. À l'origine, ça devait être la date du festival d'Angoulême. Et on avait fait une opération en librairie avec 2 mangas de Akane Torikai achetés, un set d'explications offerts. On sortait en même temps sans préambule de la dessinatrice. Ouais. Vraiment, l'idée, c'est de faire un travail de fond sur cette dessinatrice qui est quelqu'un d'important. Qui a un talent de fou. Qui a un talent de fou, et je pense qu'elle représente tout ce que le manga peut faire de mieux en termes d'investissement personnel d'artiste, aussi d'engagement. Et puis, elle fait partie de cette génération d'autrices qui a su s'adapter aux médias modernes,
qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur de... Elle fait partie des gens qui parlent, qui délient la parole des artistes aussi, qui sont des gens souvent très effacés. Et voilà, c'est un return, c'est sa série en cours actuellement. Et ouais, bah, je suis content de la proposer parce que c'était pas sûr qu'on arriverait à la publier. On a fait connaître la dessinatrice. C'était un travail de longue haleine avec En proie au silence, et on avait vraiment l'objectif de faire connaître la mangaka dans tous ses aspects. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y a eu de la concurrence pour publier cet Unreturn, donc on a dû se battre. Et donc, je suis vraiment content de pouvoir le publier. Et bon, le micro-détail pour les fans, il est imprimé en plus la jaquette. Toutes les jaquettes sont imprimées avec une encre, une 5e couleur. En fait, on imprime en quadrichromie. Attends, tu fais comme ça, puis moi je vais te le dire, vas-y. Voilà. En quadrichromie. Donc en 4 couleurs. Et par-dessus, là, sur ce titre-là, on rajoute une 5e encre pour mettre des couleurs plus vives. Donc le tome 1 est jaune bien fluo, ça se voit bien en librairie. Et le rose du 2 et le bleu du 3, bon, ça se voit peut-être moins, mais en fait, c'est des couleurs soutenues par une 5e encre. Donc on est assez content de pouvoir défendre comme ça vraiment Akane Torikai. Est-ce que c'est plus facile d'avoir des titres de Torikai, étant donné que tu en as déjà eu avant? Est-ce que ça facilite les choses? Ça a facilité dans ce cas-là, clairement, parce qu'elle savait qui on était, parce qu'on avait déjà signé En proie au silence, You've Got a Love Song, on avait signé d'autres bouquins aussi par d'autres éditeurs qu'on n'a pas encore sortis, on avait fait beaucoup de pubs en fait, on avait organisé aussi beaucoup d'interviews dans la presse. D'accord. Donc elle savait qui on était par agent et éditeur interposé. Donc voilà, là quand on est arrivé, j'ai présenté tout ça à l'éditeur, à Shogakukan aussi. Je sais pas jusqu'à quel niveau les infos remontent. Après, bon, on a des très bons rapports avec Shogakukan aussi, et tout ça a clairement aidé à ce qu'on puisse publier parce qu'il y avait un propos qui était cohérent, parce que il y avait un vrai développement de sa carrière dans une logique aussi d'ordre de sortie des ouvrages, ce qui arrive avant, ce qui arrive après. Et que bah voilà, ça pouvait aussi nous permettre justement de faire par exemple cette opération promo où on offrait un set d'Equilibris pour l'achat de 2 mangas de la dessinatrice. Enfin, il y avait une vraie logique transversale. Ouais, et ça plaît. Ça peut avoir son poids en fonction des fois, quoi. En l'occurrence, s'il y avait eu peut-être un livre ailleurs, je sais pas, mais là on avait déjà beaucoup de choses. Donc après, il n'y a pas de règle absolue, ça veut dire que là ça a eu du poids, parfois ça en aura moins. Enfin, je me méfie toujours de la généralité parce que ce qui s'est appliqué une fois ne sera pas forcément vrai la seconde. C'est sûr, c'est sûr. Par rapport à l'avenir proche, on va dire sur cette fin d'année 2022, pourquoi pas début 2023, d'après ce que j'ai cru comprendre, par rapport à Le Duc, il n'y aura pas forcément de changement de politique éditoriale. Donc ça c'est très bien. Est-ce que tu aurais des petites infos sur ce qui pourrait attendre les lecteurs d'Akata dans les prochains mois? Ouais, bah en fonction de quand est diffusée la vidéo. Un des gros enjeux là pour nous de la rentrée, c'est Love Mix Up. Ouais. Donc ce shoujo manga qui est publié dans le Betsuma, enfin qui était publié dans le Betsuma au Japon, qui est vraiment un magazine pour moi fer de lance du shoujo romantique, best-seller entre guillemets, mais donc tout ce que ça a bien en termes de qualité, de narration, de description des personnages. Tu peux donner quelques titres du Betsuma? Betsuma, bah, par exemple Sawako. Oui. Bah aussi No Longer Heroine, Lovely Complex, bah Don't Furry Be Happy chez nous, tous les mangas de Yosaki Saka, qui est vraiment du poids lourd du shoujo manga aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un poids lourd, donc Love Mix Up. Ça a cartonné, ça a remporté le prix de meilleur shoujo Shogakukan cette année là. Ah ouais. Et donc ce qui est assez notable, c'est que c'est une romance entre 2 personnages masculins en fait, et dans un magazine shoujo tout public. Classique. Et en fait, le shoujo manga a toujours été très en avance et toujours très ouvert sur tous les sujets. Et dans la représentation LGBT, le shoujo manga a toujours été là et a participé activement à ce sujet-là. Et c'est génial aujourd'hui qu'encore les éditeurs se permettent ça. Et en fait, quand on lit un peu des interviews qu'il y a eu autour de Love Mix Up, la scénariste a eu un éditeur et son éditrice qui travaille pour Betsuma l'aidait à développer l'histoire, mais elle disait jamais le rédacteur en chef il va accepter qu'on passe Love Mix Up dans le Betsuma. Donc elle a été voir le rédacteur en chef, elle lui dit chez Shueisha, tu penses que quel magazine pourrait faire Love Mix Up, parce qu'il y a des magazines spécialisés Boys Love chez Shueisha.
ou dans le groupe Shueisha, etc. Et là, le rédacteur en chef, il dit non, mais en fait, ça va chez Betsuma, parce que c'est l'histoire de deux personnages qui se donnent à fond sur l'amour et qui font plein d'efforts pour vivre une relation amoureuse. Donc, c'est complètement en rapport avec notre public. Dans la ligne directrice. Bim, et c'est génial, en fait. Donc ça, c'est un des gros événements pour nous. Et puis, il y en a plein, hein, mais dans les autres gros événements, il y a le retour de Yuki Kamatani, mangaka derrière Ecladam, qui est important aussi pour nous. Je vois très bien. Et puis, évidemment, il y a la collection Héritage. Oui, alors ça, oui. Qui est une collection dédiée à des titres historiques, je vais dire, à des titres importants et qui sont pas forcément connus en Occident. Bon, les premiers peut-être, enfin le premier, le Clan des Pots, il est attendu, il est connu. Mais l'idée, c'est de montrer vraiment toute la diversité et que justement, derrière ces titres qui sont attendus, il y en a plein d'autres qui existent, qui sont importants au Japon et qui n'ont pas été autant mis en avant, parce que aussi, peut-être ils ont moins d'importance historiquement que le Clan des Pots. Mais en fait, il y a plein d'artistes qui sont encore à découvrir, qui ont participé à la création de ce média qui est devenu le manga aujourd'hui. Donc il y a un travail énorme à faire et c'est super excitant. Donc plutôt des mangas des années, on va dire 60, 80. Ouais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En fait, disons que l'avantage, on a pris ce nom Héritage aussi, parce que pour moi, c'est un titre, c'est un nom qui est pas figé. En fait, ça veut dire beaucoup de choses, Héritage. Bien sûr, on va pas faire des bouquins des années 2000 dans la collection Héritage, mais un bouquin qui serait un poil plus récent. Tu vois, si je mets le curseur, est-ce que Hentai Kamen, d'une certaine manière, pourrait rentrer dans une collection Héritage? Parce qu'il aurait apporté quelque chose, il aurait changé la donne un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça reste un petit peu ancien, graphiquement, c'est un peu daté. C'est un titre des années 90, qui est quand même un peu un extraterrestre dans les pages du Shonen Jump quand même. Donc voilà. En l'occurrence, c'était un jeu très volontaire en fait de pouvoir proposer justement un titre comme Hentai Kamen dans la collection What the Fuck, aussi de faire des ouvrages d'autrices comme Kira, qui a dessiné Dandala dans la collection One Shot Shoujo, proposer Iku Emilio avec Sans Complexe dans la collection générale. Tout ça, c'était un jeu très assumé justement pour aller vers la collection Héritage et dire en fait où est le curseur du entre guillemets patrimonial, j'aime pas trop, ou matrimonial d'ailleurs, mais c'est des termes qui sont pour moi figés en fait, c'est ça qui me fait qui te dérange. Ouais, pas qui me dérange, mais qui me frustre un peu, parce que j'ai peur que ça attire pas les jeunes lecteurs qui connaissent pas forcément. D'accord, ok. Et d'où ce choix de nom aussi, Héritage, parce que ça se transmet, et je trouvais ça cool. Ah bah oui, c'est sympa. Par rapport à toute la collection Akata, si tu devais sortir quelques titres vraiment coup de cœur pour toi, ça serait lesquels? Je peux pas. Bah non, parce que le truc c'est que quand tu choisis les bouquins, c'est comme demander à un enfant, un parent de choisir son enfant. Oh, moi j'y arrive très bien. Ouais, mais mon préféré c'est. Non, je ne le dirai pas. Le petit est tellement petit qu'il s'en rendrait pas compte. Non, mais voilà, ça fait partie des trucs. En fait, tu peux pas, parce que chaque ouvrage correspond à une rencontre, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Une rencontre à un moment où tu l'as trouvé, où tu as eu une envie de le publier pour telle raison. Donc, ça t'évoque des choses à toi, ou même à d'autres personnes de l'équipe, à la manière dont on les pense en groupe, etc., etc. Donc, ils ont tous une histoire. Ouais. C'est super. On te remercie infiniment, Bruno. Et puis, nous, on va se retrouver, dans pas long, hein, forcément, à Japan Expo, avec d'autres invités. Et puis, à la prochaine. Salut!